Je voudrais qu'on évoque aussi une série avec des formes différentes. Et peut-être, j'aimerais bien qu'on parle de Quand les nuages parleront 1, où tu détournes un petit peu le regard. Il se passe quelque chose, c'est en Turquie. C'est une série, enfin, oui, presque une série, parce que c'est une série de nuages. Que je trouve très très belle. Et le nuage en même temps, dans l'histoire de l'art, il y a d'ailleurs un ouvrage de Berdami sur la théorie du nuage. Le nuage dit aussi de son époque. On ne le représente pas de la même manière aux différentes époques. Mais là, c'est plutôt détourner le regard ou attirer le regard finalement en passant par ce qui pourrait passer la censure. Tout à fait. C'est un peu des deux. Alors, c'est pas juste un journal. C'est un journal. C'est pas, ce que je dis, c'est pas juste des nuages. Pardon. Oui, c'est aussi un journal. C'est un journal. C'est des nuages imprimés dans un journal avec le nom du lieu dans lequel ces nuages ont été photographiés. Et c'est là qu'il y a tout son. Et là, c'est la légende qui donne, comme on disait tout à l'heure, qui donne le sens. Et c'est là que réside toute l'importance du projet, puisque j'ai décidé donc de travailler sur les sujets les plus tabous et les plus controversés au sein du territoire turc. Et alors pour plusieurs raisons, mais parce que moi-même, pendant très longtemps, je n'avais pas voulu les voir, malgré tout ce que me disaient mes amis turcs à l'époque. Je n'ai pas voulu les voir jusqu'à un moment où, la Turquie, ça a été pendant longtemps ma base arrière quand je travaillais dans d'autres zones de conflit en Irak, en Syrie, etc. Donc c'était plus un endroit où j'allais souffler un petit peu, etc. Et j'avais une vision assez positive à ce moment-là de la Turquie. Mais voilà, progressivement, j'ai déchanté et au bout d'un moment, j'étais obligé de voir la réalité que j'avais face à moi, qui était que on a un pouvoir aujourd'hui qui est un pouvoir autoritaire, voire dictatorial. En Turquie, dictatorial, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas clairement autoritaire. Après, je laisserai d'ailleurs aux Turcs le soin eux-mêmes de juger le régime qui les gouverne aujourd'hui. Mais donc, du coup, j'ai décidé, face à l'importance de la censure en Turquie, de m'intéresser justement à tous ces sujets qui étaient censurés, tous ces sujets tabous, dont on ne pouvait pas parler. Et j'ai défini 19 lieux qui renvoient chacun à ces sujets les plus tabous et les plus controversés au sein du territoire turc. Et le problème, c'est que, donc je me suis rendu dans ces lieux, mais le problème, c'est que dans la plupart de ces lieux, il n'est pas possible de faire de l'image. Faire de l'image, c'était s'exposer très fortement à être arrêté. Et donc, du coup, dans ces lieux, je n'ai pas photographié ces lieux, j'ai photographié de manière systématique le ciel et les nuages dans chacun de ces lieux. Et en fin de compte, j'ai fait ce journal qui renvoie à la presse et justement toute la censure qu'il y a contre la presse. J'ai repris d'ailleurs la typographie dans le titre de mon journal que j'ai appelé Bulutlar, ça veut dire les nuages en turc. J'ai repris la typographie du journal Cumhuriyet, qui a été pendant très longtemps le grand journal d'opposition avant d'être repris d'être pris par l'État turc et de devenir aujourd'hui un journal de propagande. Mais donc du coup, dans ce journal, on a les photos du ciel et des nuages de ces 19 lieux, avec le nom en dessous, et le nom en plusieurs langues. 3 langues, ouais. Pas forcément. Parfois, on a qu'une seule langue, parfois on a 2 langues, parfois 3 langues, parfois 4, en fonction des changements des noms qu'il y a eu sur ces lieux. J'ai pris uniquement le XXe siècle, je n'ai pas été au-delà, c'est-à-dire à partir de 1918, avec la suppression des noms chrétiens, donc arméniens, assyriens, grecs, de tous ces noms-lieux qui ont été turquifiés. Et ensuite, dans les années 40, progressivement, le remplacement des noms arabes, des noms kurdes, par des noms turcs. Et d'ailleurs, encore une fois, tu prends finalement ce qui nous réunit, puisqu'on nous sommes sous le même ciel, avec une temporalité, et où tu évoques ce qui
divise, notamment au sein de cette succession de noms. C'est un petit peu comme tout à l'heure avec une image qui possiblement réunit et en même temps des mots qui vont nous dire autre chose. Alors, ce n'est pas tant d'ailleurs ce qui divise, c'est plutôt ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ici une volonté d'effacer. Oui, c'est plus de l'effacement, qui D'effacer, est une notion qui est assez présente aussi dans ton travail. D'effacer pour réécrire un nouveau narratif. Et donc on retrouve ce que je vais faire quelques années plus tard avec la photographie que j'ai faite en Ukraine sur justement cette appropriation de la culture ukrainienne et cette volonté d'effacer, d'effacer l'Ukraine tout simplement. Et donc du coup on retrouve ici cette idée de la manipulation du narratif historique. Et on rejoint ici, c'est ce qu'on disait au tout début, hein, l'importance du narratif historique et sa politisation. On évoquait à l'instant la question de l'effacement. C'est quelque chose aussi que tu évoques et pratiques, et notamment à travers une œuvre qui est assez qui est dure aussi, hein, comme certaines de tes œuvres, de tes travaux, de tes recherches. C'est 2010-2011, c'est en Irak, et le titre c'est « J'entends sonner les cloches de ma mort ». Alors c'est quoi ce double effacement que j'ai envie d'évoquer? C'est un projet en fait, alors en 2010, quand j'étais en Irak, j'étais logé sur le campus de l'université de Salahadin. Et quelques jours après mon arrivée, il y a un des étudiants qui a été kidnappé juste devant l'université. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais le seul occidental sur le campus de l'université. Donc du coup, il y a pas mal de ses amis qui sont venus me voir, qui m'ont pris à témoin et qui m'ont dit, oui, regarde, Sardash, donc le nom de cet étudiant, écrit des articles où il dénonce la corruption, la cooptation dans le pouvoir local, et du coup, ils l'ont kidnappé. Et ils m'ont montré notamment le dernier article qu'il avait écrit qui s'appelle « J'entends sonner les cloches de ma mort ». Dans cet article, il explique qu'il a reçu des menaces de mort, que s'il continue d'écrire, il sera tué, mais qu'il ne va pas partir, qu'il va rester, qu'il va continuer d'écrire, et qu'il espère que sa mort aidera à défendre ses idées. Et quelques jours plus tard, on a retrouvé son corps dans les rues, il avait été exécuté d'une balle dans la tête. Et en étant témoin de ça, la moindre des choses que je pouvais faire, c'était essayer de lui rendre hommage. Et donc j'ai passé beaucoup de temps avec ses amis, qui m'ont introduit auprès de sa famille, et notamment son grand frère, avec qui j'ai passé pas mal de temps. Et son grand frère m'a donné des photos et des vidéos, plein de photos et de vidéos de Sardash. Et je suis rentré en France avec ces matériaux. Et j'ai pris une de ces photos et j'en ai fait des tirages papier salé. Donc, le tirage papier salé, c'est une technique très ancienne qui date du début du 19e, une technique noire et blanche. J'en ai fait une 50aine de tirages au format A3. Je ne les ai pas fixés, je les ai enfermés dans une boîte noire. Et pour les 1 an de sa mort, je suis retourné en Irak. Et très tôt le matin, quand il faisait encore nuit, j'ai été coller son portrait dans les rues, de manière à ce que, quand les gens sortent, ils se retrouvent nez à nez avec le portrait de Sardash. Et puis, progressivement, quand le soleil a commencé à se lever, les images se sont mises à disparaître pour laisser place à des rectangles noirs. Et là, on retrouve l'idée qui revient régulièrement dans ton travail de performance sur site, dont tu gardes après des traces qui font partie de l'œuvre. Alors, on va continuer un petit peu dans les allers-retours, ce qui, de mon point de vue, est assez inévitable dans ton travail. Notamment, on va retourner à 2 périodes différentes, en 2014 et 2022, en Ukraine, mais dans des contextes extrêmement différents, qui est un contexte plus interne au pays, un contexte d'affrontement entre 2 pays. Donc, je pense d'abord à... Enfin, deux séries qui ont le même titre, c'est 100 Portraits, où tu fais des portraits liés à Maïdan, à ce moment-là, et tu y retournes après en 2022. Ce n'est pas les mêmes personnes, mais ça pourrait être quasiment les mêmes personnes, sauf que le contexte finalement est devenu très différent. Et là, tu vas les photographier de manière différente. Alors effectivement, donc là on est sur 2 projets, donc un qui a été fait en février 2014. Donc il faut savoir, déjà pour resituer un peu le contexte, on est fin 2013, je suis à Paris à ce moment-là, et je suis l'actualité comme je la suis toujours. Je travaillais surtout au Moyen-Orient à ce moment-là,
Et je vois qu'il y a des manifestations en Ukraine, principalement sur la place principale de Kiev. Mais voilà, j'y prête pas plus attention que ça. Et puis, il commence à avoir les premiers morts par balle. Et là, je me dis, mais oula, c'est pas juste des manifestations, c'est autre chose. Et en fait, j'ai voulu comprendre à ce moment-là. J'ai voulu comprendre ce qui se passait. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches dans les différents médias. Et je me suis aperçu qu'entre les médias pro-russes et les médias pro-occidentaux, les analyses étaient totalement divergentes. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai eu la sensation qu'il se passait quelque chose d'important à ce moment-là. J'ai retrouvé aussi ces mécanismes du narratif de la propagande russe avec lequel j'étais familier, hein, avec la guerre en Syrie. Voilà, en voyant ça, je me suis dit, bon, il y a quelque chose là qui se passe, qui me paraît important, il faut que je comprenne, il faut que je vois par moi-même. Et je suis arrivé en Ukraine, je suis arrivé précisément à Kiev, sur Maïdan, le jour où Yanukovych, donc, qui était le président de l'Ukraine à ce moment-là, a fui. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus de président, il n'y avait pratiquement plus de gouvernement, il n'y avait plus de police, le pays était entièrement sous le contrôle de la population. Et j'ai voulu capturer ce moment de latence qui a été très court, qui a duré 5-6 jours, à travers 100 portraits. 100 portraits de ces manifestants devenus révolutionnaires. Et donc je les ai photographiés sur un fond noir. Alors ce fond noir, en fait, c'est une porte calcinée qui servait à fermer l'accès à l'arrière de l'hôtel de ville. Et du coup, c'était un fond à la fois visuellement assez neutre, mais symboliquement très fort, puisque les manifestants ont forcé ces portes pour entrer dans l'hôtel de ville, qui est devenu ensuite le QG de Maïdan. Et donc j'ai fait ces portraits sur fond noir, ces portraits qui sont là pour capturer le regard, l'attitude, la présence de chacune de ces personnes. Et je leur ai donné un questionnaire avec 2 questions. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe maintenant? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Et donc ce questionnaire était là pour capturer justement leurs attentes, leurs craintes, leurs espoirs dans ce moment si particulier. Et j'en ai fait 100, précisément. J'en ai fait 100 parce que ça me permettait d'avoir un échantillon qui commence à être représentatif de ce qu'était Maïdan, de qui étaient les gens de Maïdan. Et j'en ai fait 100 aussi parce que ça fait référence à la centaine de morts qu'il y a eu sur Maïdan qui ont été surnommés la centurie céleste. Et ensuite, avec ces 100 portraits, ces 100 questionnaires, j'ai décidé de faire un livre, donc un livre que j'ai fait imprimer sur du papier journal, pour faire référence ici aux médias. Et ce livre, je l'ai également pensé comme une exposition. Les pages sont faciles à retirer, et les expositions, c'est les pages du livre collées sur les murs. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir permettre à n'importe qui de faire l'exposition. Alors, on est un peu dans l'héritage du kit d'exposition de Marcel Duchamp, mais c'était aussi en m'inspirant de ce qui se faisait sur Maïdan, où il y avait des ateliers d'affiches, etc., et tout le monde pouvait s'exprimer. Et ensuite, avec ce livre, avec ces 100 portraits et ces 100 questionnaires, je suis retourné en Ukraine, 6 mois plus tard. Et cette fois-ci, je suis retourné dans le Donbass, dans la région de Donetsk, et dans l'est de l'Ukraine, donc. Et j'ai été collé pendant la nuit ces portraits et ces questionnaires, de manière à ce que les gens qui étaient sous influence de la propagande russe voient véritablement qui étaient les gens de Maïdan. Et ça me paraissait d'autant plus important parce que, en fin de compte, un article dans la presse, quelle que soit la qualité de l'article, quelle que soit on va dire la qualité du journaliste ou la renommée du média ou quoi, il y aura toujours des gens pour dire c'est du fake, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Or, dans mon projet, on a des éléments très bruts. On a le portrait d'un côté, le questionnaire écrit de manière manuscrite par chacune de ces personnes. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce que disent ces gens, mais c'est directement leur parole. Et d'ailleurs, l'intervention dans l'espace public, c'est quelque chose que tu as refait plusieurs fois, dans plusieurs projets. Tout à fait, tout à fait. Et c'est important puisque c'est aussi, comme je disais, c'est aussi travailler sur l'immédiat, donner à voir, déconstruire mon travail. Donc, du coup, ça me paraissait, enfin, c'était pour moi plus important. Un peu performatif dans ton travail. Il y a souvent cette partie performative sur place et après, tu reviens avec des documents qui font œuvre.
Effectivement, ça dépend vraiment des projets, mais pour moi, une œuvre, elle ne vit pas seulement dans un musée ou dans une galerie ou dans un centre d'art. Une œuvre, elle peut vivre de plein de manières différentes. Et du coup, s'arrêter à l'espace muséal par rapport à mon travail, ça ne serait pas pertinent. Donc du coup, voilà, cette intervention dans l'espace public, ici, me paraissait particulièrement pertinente. Après, ça dépend des projets. Il y a des projets qui vont faire sens, dans l'espace public, d'autres non. Il y en a, par exemple, pour en revenir à la réponse à la photographie avec les soldats ukrainiens. Cette photographie avec les soldats ukrainiens, j'ai fait don de la photographie au musée de Kherson. Donc j'ai été apporter cette photo en Ukraine pour la remettre au musée de Kherson. On a fait ça, donc juste pour mettre le contexte, le musée de Kherson, c'est un musée qui se situe aujourd'hui à 300 km de la ligne de front, à 300 mètres, pardon, à 300 mètres de la ligne de front à peu près, et qui a été sous occupation russe avant que la ville soit libérée. C'est un musée qui a été entièrement pillé. Aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y avait plus rien dans le musée. Toute la collection, les 15 000 œuvres, ont disparu. Et en offrant cette photo à ce musée, c'était en fin de compte leur donner la première œuvre de leur nouvelle collection. Et donc là aussi, par exemple, là, c'est apporter une œuvre pour un musée. On n'est pas dans l'espace public. Et pourtant, on est aussi sur une symbolique très forte. Donc, c'est vraiment une question d'impact, de symbolique, de qu'est-ce qu'on veut raconter, et effectivement une dimension performative, comme tu le disais très justement.